Mon neveu a ouvert chaque cadeau portant le nom de ma fille, pendant que mes parents riaient. Alors, je leur ai réservé une surprise qu'ils n'ont jamais oubliée. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux encore sentir la fureur que j'ai éprouvée ce matin de Noël. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la mienne fut calculée, méthodique, et absolument dévastatrice pour ceux qui la méritaient le plus. Laissez-moi vous ramener en décembre 2018. Ma fille, Emma, venait d'avoir 7 ans, et elle comptait les jours jusqu'à Noël avec cette sorte d'excitation pure que seul un enfant peut ressentir. Elle avait fabriqué des guirlandes en papier, laissé des biscuits pour le Père Noël chaque soir en guise d'entraînement, et créé des listes élaborées de ses 10 cadeaux préférés qu'elle espérait recevoir. Mon ex-mari, Daniel, et moi avions divorcé 2 ans auparavant, mais nous avions réussi à rester en bons termes pour le bien d'Emma. Il l'avait pour le réveillon de Noël, et je l'avais le matin de Noël. Ensuite, nous devions tous nous retrouver chez mes parents vers midi, pour la grande réunion de famille. Mon frère, Kyle, avait toujours été l'enfant chéri. De 3 ans mon aîné, il était le quarterback au lycée, il a obtenu une bourse complète pour l'université d'État, il a épousé son amour de jeunesse, Jennifer, et il a donné à mes parents leur premier petit enfant. Lucas est né quand Emma avait 3 ans, et à partir de ce moment-là, on aurait dit que le soleil se levait et se couchait pour lui. Ne vous méprenez pas, j'aime mon neveu, mais l'obsession de mes parents pour lui frisait le dérangeant. Chaque dîner de famille devenait une vitrine des dernières réussites de Lucas, il avait appris à faire ses lacets mieux que n'importe quel enfant dans l'histoire, où il avait peint une tache qui aurait sa place au Louvre. Pendant ce temps, Emma pouvait ramener un bulletin parfait et obtenir un distrait, c'est bien, ma chérie, avant que la conversation ne revienne au dernier chef-d'œuvre au crayon de Lucas. J'en ai parlé à ma mère, Patricia, à plusieurs reprises. Maman, tu remarques à peine Emma quand nous sommes tous ensemble. Elle le voit, tu sais. Elle m'a demandé pourquoi mamie ne l'aimait pas autant que Lucas. Ma mère a balayé ma remarque d'un geste de la main. Tu dramatises, Hazel. J'aime mes 2 petits-enfants de la même manière. Tu es juste sensible à cause du divorce. Ce commentaire m'a blessé, mais j'ai laissé tomber. Je continuais d'espérer que les choses s'équilibreraient à mesure que les enfants grandiraient. J'avais tort. La semaine avant Noël, je suis allé faire les magasins avec une mission précise. Emma me réclamait cette maison de poupées interactive, dotée de fonctions à commande vocale et de minuscules ensembles de meubles. La chose coûtait près de 300 €, mais voir son visage s'illuminer dans le magasin, quand elle a vu le modèle d'exposition, valait chaque centime. Je l'ai acheté, ainsi qu'une collection de fournitures d'art qu'elle avait mentionnées, quelques livres de sa série préférée, de nouveaux patins à glace car les siens étaient devenus trop petits, et un kit pour construire son propre robot, parce qu'elle s'était vraiment prise de passion pour les sciences à l'école. J'ai tout emballé méticuleusement, en écrivant pour Emma, de la part de maman sur chaque paquet de ma plus belle écriture. J'ai utilisé différents papiers cadeaux pour chaque présent, tous dans les couleurs qu'elle aimait, violet, argenté, et turquoise. Puis je les ai chargés dans ma voiture, avec les cadeaux que j'avais achetés pour les autres membres de la famille, et je me suis dirigé vers la maison de mes parents la veille du réveillon de Noël, pour les déposer sous leur sapin, comme le voulait notre tradition familiale. Leur maison en banlieue avait toujours été le lieu de rassemblement, une grande maison coloniale avec une véranda qui en faisait le tour, le même endroit où j'avais grandi. Ma vieille chambre avait encore certains de mes rubans du lycée, épinglés sur un tableau de liège. En entrant les bras chargés de cadeaux, j'ai ressenti ce mélange familier de nostalgie et de malaise que cet endroit me procurait toujours. Pose-les simplement sous le sapin, ma chérie, a appelé ma mère depuis la cuisine, où elle préparait quelque chose qui sentait son fameux pain d'épices. J'ai disposé les cadeaux d'Emma avec soin, m'assurant que son nom était visible sur chaque étiquette. Les cadeaux de Kyle et Jennifer pour Lucas étaient déjà là, une pile énorme qui faisait paraître ma contribution modeste en comparaison. J'ai compté au moins 15 paquets au nom de Lucas, certains étant des boîtes massives qui coûtaient probablement plus que ma mensualité de voiture. Peu importe. Ce n'était pas une compétition, je voulais juste qu'Emma passe un Noël magique. Le matin de Noël avec Emma a été parfait. Elle m'a réveillé à 6 heures du matin, vibrant pratiquement d'excitation. Nous avons fait du chocolat chaud avec un supplément de guimauve, et elle a ouvert les quelques cadeaux que j'avais gardés à la maison pour notre célébration privée, un nouveau pyjama, une licorne en peluche, et un journal intime avec un cadenas et une clé. Son visage rayonnait de bonheur, et mon cœur était comblé. « On peut aller chez mamie et papy maintenant ?» a-t-elle demandé, enfilant déjà son nouveau pull licorne. « Pas avant 11 heures, ma chérie. » On en a parlé,
tu te souviens. Elle a fait la moue, mais s'est installée pour regarder des films de Noël et jouer avec sa nouvelle peluche. Daniel est passé vers 9 heures pour lui apporter quelques cadeaux et passer 1 heure avec elle. Malgré notre mariage raté, je devais lui reconnaître cela, il était un père dévoué. Il lui avait offert un vélo, et son cri de joie a probablement réveillé tout le quartier. À 10h30, nous sommes montés dans ma Honda pour le trajet de 20 minutes jusqu'à la maison de mes parents. Emma a bavardé tout le long, racontant à quel point elle était excitée de voir ce que le Père Noël avait laissé chez sa grand-mère. Dans notre tradition familiale, le Père Noël apportait de plus petits cadeaux à chaque endroit, tandis que les gros cadeaux venaient des parents et des grands-parents. Nous sommes entrés dans le chaos, du papier cadeau partout, une odeur de brioche à la cannelle et de café, de la musique de Noël provenant du vieux système stéréo. Mon père, Robert, était dans son fauteuil inclinable, avec son traditionnel scotch du matin de Noël. Kyle et Jennifer étaient sur le canapé, l'air insupportablement suffisant. Lucas était au milieu du sol, entouré de ce qui semblait être tous les jouets imaginables. Emma a appelé ma mère, en venant lui faire un câlin qui a duré exactement 3 secondes, avant de se retourner vers Lucas. Regarde ce que le Père Noël a apporté à Lucas. N'est-ce pas merveilleux? J'ai balayé la pièce du regard, cherchant la pile de cadeaux d'Emma. L'endroit où je les avais laissés était vide. Mon estomac s'est noué. Maman, où sont les cadeaux d'Emma? Ceux que j'ai laissés sous le sapin. Oh, ils sont tous ouverts, ma chérie. Lucas s'est tellement amusé ce matin. La pièce a commencé à tourner. Que veux-tu dire, ouvert? Il portait le nom d'Emma. Kyle a ri depuis le canapé. Maman et papa l'ont laissé tout ouvrir ce matin. Il était tellement excité, on ne pouvait pas le faire attendre. Ne t'inquiète pas, Emma pourra jouer avec les jouets de Lucas. J'ai regardé ma fille. Elle se tenait figée sur le seuil, encore dans son manteau d'hiver bouffant, son sourire complètement disparu. Ses yeux parcouraient la pièce, observant la mer de papier cadeau déchiré, la pile de jouets autour de Lucas, puis ils se sont posés sur quelque chose qui l'a fait sursauter. Dans les mains de Lucas se trouvait la maison de poupée interactive. Ma maison de poupée à 300 €, celle dont Emma rêvait depuis des mois. Il était en train de fracasser les meubles les uns contre les autres, ayant déjà cassé la petite rambarde du balcon. C'est à moi, a murmuré Emma. Lucas a levé les yeux, possessif. Non, c'est à moi. Le Père Noël me l'a apporté. Jennifer a eu l'audace d'ajouter, Emma, tu dois apprendre à partager. La famille partage entre elles. Quelque chose s'est brisé en moi. Ces cadeaux portaient le nom d'Emma, sur chacun d'entre eux, ai-je dit. J'ai écrit les étiquettes moi-même. Ma mère a agité la main, ce même geste dédaigneux que j'avais vu toute ma vie. Oh, Hazel. Ce ne sont que des objets. Lucas est plus jeune, il ne comprend pas qu'il faut attendre. Emma est plus âgée, elle peut supporter une petite déception. De plus, a-t-elle ajouté, nous lui avons acheté quelque chose. Elle a tendu une petite boîte à Emma. Ma fille l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau de 25 € pour Target. Voilà, a dit ma mère joyeusement. Tu vois? Maintenant, tu peux choisir exactement ce que tu veux. J'ai regardé mon père en silence, le suppliant d'intervenir, de dire quelque chose, de reconnaître à quel point c'était insensé. Il a simplement siroté son scotch et haussé les épaules. Ta mère a raison. Lucas n'est qu'un bébé. Emma comprend. Mais Emma ne comprenait pas. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait Lucas abandonner la maison de poupée pour passer au kit de robot, l'ouvrant avec des mains collantes, couvertes de glaçage de brioche à la cannelle. Tout ça, c'était censé être pour moi, a-t-elle dit, la voix brisée. Maman, c'était mes cadeaux. Kyle s'est levé, et j'ai vu la confrontation arriver. Bon sang, Hazel, tu vas faire une scène à Noël? Tu es sérieusement contrarié pour quelques jouets? On achètera quelque chose à Emma plus tard. Arrête de dramatiser. Dramatiser. Encore ce mot. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, repoussant la colère brûlante. Ce n'était plus de la rage impulsive, maintenant. C'était de la clarté. Emma, ma chérie, monte dans la voiture. Hazel, n'ose pas partir, a dit ma mère, sa voix prenant un ton tranchant. Tu gâches Noël. Je les ai tous regardés, mes parents,
qui venait de voir pour plus de 500 € de cadeaux soigneusement choisis être ouverts par le mauvais enfant, sans y voir le moindre problème, mon frère et sa femme, qui souriaient carrément, comme si la situation était amusante, et Lucas, inconscient de la destruction qu'il avait causée, qui essayait maintenant de mettre les patins à glace, bien trop grand pour lui. Je gâche Noël? Ma voix est sortie, d'un calme mortel. Non, c'est vous tous qui l'avez gâché. Mais ne vous inquiétez pas, je pars, et je n'en gâcherai pas un autre. Tu es ridicule, a dit Jennifer. En prenant la main d'Emma, je n'ai pas répondu. J'ai simplement accompagné ma fille en sanglots jusqu'à la voiture, je l'ai attachée, et je suis parti, tandis qu'elle pleurait à s'en rendre malade. Nous sommes rentrés chez moi, où je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle me demandait pourquoi sa grand-mère ne l'aimait pas, pourquoi Lucas avait eu ses cadeaux, pourquoi le Père Noël l'avait oublié chez sa grand-mère. Je n'avais pas de bonne réponse, je l'ai juste serré contre moi et je lui ai promis que je réparerais ça. Les appels ont commencé dans l'heure qui a suivi. Ma mère, exigeant que je m'excuse d'être parti. Kyle, disant que je dramatisais et que je devais passer à autre chose. Jennifer a envoyé un texto disant que j'apprenais à Emma à être une enfant gâtée. Mon père a laissé un seul message vocal, ta mère est contrariée. Appelle-la. Je n'ai rappelé aucun d'entre eux. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit finalement endormie en pleurant, serrant la licorne en peluche que Daniel lui avait offerte le matin même, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai fait une liste. Chaque fête d'anniversaire où Emma avait invité Lucas, et où mes parents n'avaient pas rendu l'appareil pour les siennes. Chaque pièce de théâtre de l'école où l'auditorium avait des sièges vides, parce que ma famille ne pouvait pas se donner la peine de venir. Chaque récital de danse, chaque match de football, chaque moment où Emma avait balayé la foule du regard, cherchant les visages de ses grands-parents, pour ne rien trouver. La liste faisait 3 pages. Je me suis souvenu de la fête pour le 5e anniversaire d'Emma, au parc. Elle avait spécifiquement demandé à ce que Lucas vienne, car malgré tout, elle aimait son cousin. Kyle et Jennifer avaient répondu oui. Le matin de la fête, ma mère a appelé pour dire qu'il ne pourrait pas venir, parce que Lucas avait un rendez-vous pour jouer. Ils avaient oublié un rendez-vous pour jouer. Ils avaient choisi la maison d'un enfant au hasard, plutôt que l'anniversaire d'Emma. Emma avait demandé de leurs nouvelles toutes les 15 minutes. Quand est-ce que Lucas arrive? Est-ce que mamie arrive bientôt? J'avais trouvé des excuses, jusqu'à ce que je ne puisse plus, puis j'ai vu son petit visage se décomposer quand elle a compris qu'il ne viendrait pas. Elle avait été courageuse, elle avait continué à jouer avec ses amis, mais je l'ai retrouvée plus tard, assise seule près des balançoires. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Mon estomac se serrait en y repensant maintenant. Combien de fois avais-je trouvé des excuses pour eux? Combien de fois avais-je dit à Emma que papy et mamie étaient juste occupés, qu'ils l'aimaient, que la prochaine fois serait différente? Le lendemain matin, Daniel est arrivé tôt. Il a jeté un seul regard à mon visage et m'a prise dans ses bras avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Emma m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-il dit doucement. Elle m'a appelé hier soir après que tu l'aies mise au lit. Elle a utilisé ton téléphone. Ma gorge s'est nouée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je pensais qu'elle était une mauvaise enfant. Si c'était pour ça que mamie avait donné tous ses cadeaux à Lucas. Il s'est reculé, ses yeux furieux. Hazel, nous devons discuter de la question de savoir si Emma devrait continuer à aller chez tes parents. Je sais, ai-je murmuré. Je m'en occupe. Comment? Je ne pouvais pas encore le lui dire. Le plan se formait encore, prenait encore forme dans mon esprit, mais je savais qu'il serait permanent et irréversible. Fais-moi juste confiance, ai-je dit. Ils ne lui feront plus de mal. Daniel a étudié mon visage un long moment. D'accord. Mais Hazel, quoi que tu prévois, assure-toi que ça en vaille la peine. Ne fais pas quelque chose qui te rongera de l'intérieur. Il ne comprenait pas. Cela ne me rongerait pas. Les laisser continuer à détruire l'estime de soi d'Emma, voilà ce qui me rongerait. Après son départ, j'ai commencé à passer des appels. Le premier fut pour ma meilleure amie, Monica, qui avait été ma colocataire à l'université et qui était maintenant avocate en droit de la famille dans l'état voisin. J'avais besoin d'informations, pas de représentation, et elle a été heureuse de m'aider à comprendre mes options. Donc, s'il t'arrivait quelque chose, la garde irait automatiquement à Daniel, a-t-elle expliqué.
Mais si tu veux t'assurer que tes parents ne pourront jamais demander la garde ou la tutelle, même dans des circonstances bizarres, tu dois exprimer tes volontés de manière explicite dans ton testament. Tu peux aussi nommer les parents de Daniel comme tuteurs secondaires. Puis-je légalement exclure mes parents de la vie d'Emma? Monica est restée silencieuse un moment. Tu ne peux pas obtenir une ordonnance restrictive sans motif, mais tu peux absolument contrôler qui a accès à ton enfant. Tu es sa mère. Si tu décides que tes parents ne sont pas sûrs pour elle sur le plan émotionnel, tu as tout à fait le droit de limiter ou de supprimer le contact. Documente tout, cependant. S'ils essaient de revendiquer des droits de grands-parents et oui, ça existe dans certains États, tu auras besoin de preuves. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon dossier de documentation. J'ai créé un dossier verrouillé sur mon ordinateur et j'ai commencé à y transférer toutes mes notes, en y ajoutant des dates et des détails que je gardais sur mon téléphone, des captures d'écran de textos, et même en enregistrant des appels téléphoniques, lorsque les lois de mon État le permettaient. L'appel suivant fut pour mon conseiller financier, Brandon, qui m'avait aidé à mettre en place mes comptes de retraite quand j'avais commencé à travailler dans l'entreprise pharmaceutique. J'ai besoin de changer tous mes bénéficiaires, lui ai-je dit. Bien sûr. La vie change, ça arrive tout le temps. Qui voulez-vous ajouter? Je veux retirer mes parents de tout et faire d'Emma l'unique bénéficiaire, avec Daniel comme fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. C'est assez standard. Une raison particulière pour ce changement? Je lui ai donné la version édulcorée, disant simplement que je voulais simplifier les choses et m'assurer qu'Emma serait prise en charge. Il n'avait pas besoin de savoir la guerre que je menais. La paperasse a pris une semaine à être traitée. Chaque formulaire que je signais ressemblait à un clou de plus dans le cercueil de ma relation avec mes parents. Mais chaque fois que j'hésitais, je revoyais le visage d'Emma quand elle a vu Lucas jouer avec sa maison de poupées, et ma résolution se renforçait. 3 jours après Noël, ma mère s'est présentée chez moi sans prévenir. J'ai vu sa voiture entrer dans l'allée et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Emma était chez Daniel pour l'après-midi, Dieu merci. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Nous devons parler, a-t-elle dit, en me bousculant pour entrer dans le salon comme si elle était chez elle. Non, nous n'avons pas à le faire. Hazel Marie Thompson, je suis ta mère, et tu vas m'écouter. Elle a utilisé sa voix pleine d'autorité, celle qui m'avait fait m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute toute mon enfance. Tu es complètement déraisonnable à propos de Noël. Lucas a 4 ans, il ne comprend pas les noms sur les cadeaux. Tu le punis d'être un enfant. Je ne punis personne, ai-je dit. Je protège ma fille. De quoi? Elle a levé les bras au ciel, de manière théâtrale. De la famille? De l'amour? Ton frère est hors de lui, Jennifer parle d'aller en thérapie parce que tu l'as fait se sentir comme une personne horrible, et ton père n'a pas dit plus de 2 mots depuis que tu es parti. Bien, ai-je dit doucement. Peut-être qu'il devrait réfléchir à la raison pour laquelle sa fille a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir. Le visage de ma mère a rougi. Pas d'autre choix? Tu as toujours le choix. Tu as choisi de dramatiser, tu as choisi de faire une scène, tu as choisi de gâcher Noël pour tout le monde. J'ai gâché Noël? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Maman, tu as laissé Lucas ouvrir des cadeaux qui portaient le nom d'Emma, écrit de ma main. Tu l'as regardé détruire une maison de poupées à 300 € que j'avais achetée spécifiquement pour ma fille. Et quand elle était là, en larmes, tu lui as donné une carte cadeau de 25 € et tu lui as dit d'être reconnaissante. Elle est reconnaissante, a lancé ma mère. Ou elle le serait, si tu ne l'empoisonnais pas contre nous. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a complètement cédé. Sors. Pardon? Sors de ma maison. Maintenant. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Dans notre famille, on ne mettait pas les gens dehors. On n'élevait pas la voix, et on ne disait certainement pas à sa mère de partir. Tu ne le penses pas, je le pense absolument. Tu as 30 secondes avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête, puis a attrapé son sac à main et est sortie en trombe. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les tableaux sur le mur. Je suis restée là, tremblante, l'adrénaline parcourant mon corps. Puis je me suis assise et j'ai ajouté chaque mot de cette conversation à mon dossier de documentation. 2 semaines après le début de janvier, Kyle a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Que veux-tu? Bon sang, Hazel, je ne peux pas appeler ma sœur?
Il avait l'air fatigué, pas en colère. C'était nouveau. Pas après ce que tu m'as dit le matin de Noël. Silence à l'autre bout du fil. Écoute, je suis désolé pour ça, a-t-il finalement dit. Jennifer et moi buvions des mimosas depuis le petit déjeuner, et je ne réfléchissais pas clairement. Être ivre n'excuse pas le fait de me dire que je dramatise parce que je suis contrarié que le Noël de ma fille ait été détruit. Je sais, a-t-il soupiré. Maman m'a appelé en pleurant après être passée chez toi. Elle a dit que tu l'avais mise dehors. Elle est arrivée sans y être invitée et a commencé à me crier dessus. À quoi s'attendait-elle? Elle s'attendait à ce que tu passes à autre chose. Hazel, allez. Ça fait des semaines. Lucas ne se souvient même plus de quel jouet venait d'où. On ne peut pas juste oublier ça? Non. Pourquoi pas? J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser des pensées qui semblaient trop grandes et trop compliquées à expliquer. Kyle, tu te souviens quand on était enfant et que papa entraînait ton équipe de baseball? Oui. Tu te souviens qu'il venait à chacun de tes matchs? Qu'il t'emmenait au practice le week-end? Qu'il t'a acheté ce gant cher que tu voulais? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Je jouais au softball cette même année, ai-je dit. Il est venu à 2 de mes matchs. 2 sur 23. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit que le baseball était plus important, parce que tu allais jouer au lycée. Kyle est resté silencieux. Tu as été l'enfant chéri toute notre vie, ai-je continué. Et maintenant, Lucas est le petit enfant chéri. J'ai accepté ça pour moi-même, je suis adulte, je peux le gérer. Mais je ne regarderai pas Emma grandir en se sentant comme je me sentais, en se demandant ce qui ne va pas chez elle pour qu'elle soit indigne d'amour, en essayant de mériter une affection qui devrait être donnée librement. Emma est aimée, a commencé Kyle. N'ose pas finir cette phrase, ai-je dit. Tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé, et tu as ri. La ligne s'est coupée. S'il a raccroché ou si c'est moi, je ne saurais le dire. Mes mains tremblaient en posant le téléphone. Ce soir-là, j'avais un plan. Il faudrait du temps, de la patience, et une exécution parfaite, mais il m'avait montré exactement qui ils étaient, et j'allais répondre en conséquence. Voyez-vous, je travaillais comme analyste senior dans une entreprise pharmaceutique depuis avant la naissance d'Emma. Bon salaire, excellents avantages, et surtout, mes parents étaient inscrits comme bénéficiaires sur ma police d'assurance vie, d'une valeur de 750 000 €. C'était un vestige de l'époque où Emma était bébé, et où je voulais m'assurer qu'elle serait prise en charge s'il m'arrivait quelque chose, avec mes parents comme tuteurs et les fonds pour l'élever. Cette semaine-là, j'ai changé toutes les désignations de bénéficiaires. Assurance vie, compte de retraite, tout. Mes parents ont été complètement retirés. Emma est devenue la principale bénéficiaire de tout, avec Daniel comme fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Mes parents n'auraient rien. Mais ce n'était que le début. En janvier, j'ai commencé à tout documenter. Chaque fois que ma mère faisait un commentaire dédaigneux sur Emma, je le notais. Chaque réunion de famille où Emma était ignorée au profit de Lucas, je l'écrivais avec les dates et les détails. Chaque occasion de cadeau où la disparité était évidente, je gardais les reçus. J'ai aussi commencé à me retirer des événements familiaux. Pas complètement, cela aurait été trop évident, mais j'avais toujours une excuse raisonnable, un projet de travail, un événement scolaire pour Emma, ne pas me sentir bien. J'ai réduit le contact de hebdomadaire à mensuel, puis à toutes les 6 semaines. Ma mère l'a remarqué. Hazel, tu ne viens plus jamais. Emma a besoin de sa famille. Emma a une famille, ai-je répondu froidement. Elle m'a, moi, et elle a son père. Tu sais ce que je veux dire. Ses grands-parents, son oncle, son cousin. La même famille qui a donné tous ses cadeaux de Noël? Cette famille-là. Oh mon Dieu, tu es encore obsédé par ça. C'était il y a des mois. Tu dois passer à autre chose. Je suis passé à autre chose, en un sens. J'ai arrêté d'en parler, mais je n'ai pas oublié. Et je n'ai pas pardonné. Février a apporté la foire aux sciences de l'école d'Emma. Elle avait travaillé pendant des semaines sur un projet sur la cristallisation, faisant pousser différents types de cristaux dans des bocaux avec diverses solutions. Chaque soir, elle notait soigneusement ses observations dans son carnet, la langue tirée en signe de concentration pendant qu'elle écrivait. Est-ce que mamie et papy peuvent venir voir mon projet, m'a-t-elle demandé un soir. Mon cœur s'est serré. Ma chérie,
je ne pense pas qu'ils pourront venir. Et Lucas? Il pourrait venir. Peut-être la prochaine fois. Elle a hoché la tête, mais sa déception était palpable. La foire aux sciences est arrivée et passée. Daniel était là, ses parents étaient là, Monica est venue avec sa fille. Emma a remporté la 2e place de sa classe et rayonnait de fierté. Mes parents ne savaient même pas que ça avait eu lieu. La semaine suivante, ma mère a publié sur Facebook à propos de l'exposition d'art de la maternelle de Lucas, 23 photos de ses peintures au doigt, avec des légendes s'extasiant sur son haut talent artistique naturel et sa créativité incroyable. Pas une seule mention de la victoire d'Emma à la foire aux sciences. J'ai fait une capture d'écran de chaque publication pour mon dossier. En mars, j'ai appris que mes parents prévoyaient de mettre à jour leur testament. Ils étaient tous les deux dans la mi-soixantaine et en bonne santé, mais mon père avait eu une alerte cardiaque, et cela les avait fait réfléchir à la planification de leur succession. L'alerte s'est avérée être des brûlures d'estomac et de l'anxiété. Le médecin lui a dit de réduire le stress et le scotch, mais cela les avait suffisamment effrayés pour appeler leur avocat. Ma mère, dans une démonstration stupéfiante de mauvais jugement, a décidé de me parler de leur plan pendant le déjeuner. Elle m'avait invité dans un café près de chez elle, et j'avais accepté car je devais maintenir un certain contact pour mes besoins de documentation. Emma était à l'école, donc nous n'étions que toutes les deux, dans une banquette d'angle. Ton père et moi avons réfléchi à notre héritage, a-t-elle dit en picorant sa salade. Nous voulons nous assurer que tout est géré correctement quand nous ne serons plus là. C'est sage. Nous avons décidé de laisser la maison à Kyle. Elle a dit cela nonchalamment, comme si elle me parlait d'une promotion au supermarché. Il a une famille à charge, et toi, tu as ta carrière. Daniel paie une pension alimentaire. Kyle en a plus besoin. J'ai pris une gorgée d'eau, en train de digérer. La maison valait au moins 600 000 €, probablement plus avec le marché actuel. Mes parents avaient une épargne retraitée des comptes d'investissement totalisant probablement 400 000 € de plus. Kyle allait recevoir près d'1 million. Et moi? Ai-je demandé. Tu recevras une petite somme, pour être juste, a-t-elle dit. À quel point, petite? 50 000, a-t-elle dit, partagée entre toi et Emma. 25 000 € chacune, sur une succession de plus d'1 million. Ça semble raisonnable, ai-je menti doucement. Les épaules de ma mère se sont détendues. Elle s'attendait clairement à une dispute. Oh, bien. Je suis si contente que tu comprennes. Kyle s'inquiétait que tu sois contrarié, mais je lui ai dit que tu étais pragmatique. Tu as toujours été la pragmatique. Non, j'avais toujours été celle qui recevait moins, et dont on attendait qu'elle sourie. Il y a encore une chose, a-t-elle continué, se penchant en avant d'un air conspirateur. Nous prévoyons de créer un petit fonds en fiducie pour les études universitaires de Lucas, juste 50 000 € environ. Nous avons pensé en faire un pour Emma aussi, mais honnêtement, avec ton salaire, tu pourras très bien gérer ses études. Encore 50 000 pour Lucas. Rien de plus pour Emma. C'est logique, ai-je dit, en regardant le visage de ma mère s'illuminer de soulagement. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai immédiatement envoyé un texto à Monica. Besoin de parler dès que possible. Situation de testament familial. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Mon bureau, 16 h aujourd'hui. Cet après-midi-là, dans le bureau de Monica, j'ai tout exposé, le testament, le fonds en fiducie, le favoritisme continu, mon dossier de documentation, qui dépassait maintenant les 100 pages. Monica a écouté sans interrompre, son visage d'avocate fermement en place. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son fauteuil. D'abord, tu dois savoir que les parents peuvent léguer leur argent à qui ils veulent. Tu ne peux pas contester un testament juste parce que tu n'aimes pas la répartition. Je le sais. Je n'essaie pas d'obtenir leur argent. Bien, parce que ce que tu décris n'est pas illégal. C'est juste de la mauvaise parentalité et de la mauvaise grand-parentalité. Elle a sorti un bloc-notes. Cependant, ce que tu peux faire, c'est t'assurer qu'ils ne verront jamais un centime de ta part, et qu'ils n'auront aucune revendication sur Emma. Tu as déjà changé tes bénéficiaires, ce qui est intelligent. Et ton testament? Mis à jour le mois dernier. Daniel obtient la garde, ses parents sont les tuteurs secondaires. Mes parents ne sont pas mentionnés. Bien. Maintenant, voici quelque chose à considérer. Si tu as des actifs en copropriété avec tes parents, des comptes bancaires à leur nom, des biens immobiliers,
n'importe quoi, retire-toi ou retire-les immédiatement. J'y ai pensé. Quand j'ai acheté ma maison il y a 5 ans, mon père s'était porté co-emprunteur sur l'hypothèque parce que mon crédit n'était pas excellent après le divorce. Nous avions refinancé 2 ans plus tard, et je l'avais retiré du prêt, mais son nom pourrait encore figurer sur l'acte de propriété. Je dois vérifier l'acte de propriété de ma maison. Fais-le demain. Si son nom y figure, dépose une demande pour le retirer immédiatement. Tu ne veux aucun enchevêtrement juridique quand tu couperas complètement les ponts. Tu penses que je devrais couper les ponts? L'expression de Monica s'est adoucie. Hazel, je te connais depuis qu'on a 18 ans. Je t'ai vu te mettre en 4 pour obtenir l'approbation de tes parents. Je t'ai vu pleurer en 2e année, parce que ton père n'est pas venu à ta remise de diplôme universitaire, car l'équipe de baseball de Kyle était en finale régionale. J'étais à ton mariage, quand ta mère a passé toute la réception à parler des fiançailles de Kyle. Elle s'est penchée en avant. Et maintenant, je les vois faire la même chose à Emma. Oui, je pense que tu devrais couper les ponts. Je pense que tu aurais dû le faire il y a des années, mais mieux vaut tard que jamais. Le lendemain, j'ai récupéré l'acte de propriété de ma maison. Le nom de mon père y figurait toujours en tant que copropriétaire, un vestige de l'achat initial que le refinancement n'avait pas corrigé. J'ai appelé un avocat immobilier et j'ai entamé la procédure pour déposer un acte de renonciation afin de le retirer. Mon père devait signer les documents. Je suis allé chez mes parents un mardi soir, sachant que ma mère serait à son club de lecture. Il a ouvert la porte, dans sa tenue habituelle d'après-travail, un pantalon et un maillot de corps, des lunettes de lecture sur le nez. Hazel, quelle surprise! Où est Emma? Avec Daniel. J'ai besoin que tu signes quelque chose. Je lui ai tendu l'acte de renonciation et un stylo. Il a regardé les papiers, confus. Ceci te retire de la propriété de ma maison, ai-je dit. Le refinancement aurait dû s'en occuper, mais ça n'a pas été le cas. Ça règle le problème. Pourquoi maintenant? J'ai croisé son regard. Parce que je ne veux aucun lien juridique entre nous. Quand j'aurai fini de parler. Son visage est devenu pâle. Hazel, ta mère m'a parlé de la conversation sur le testament. Je sais qu'elle ne l'a probablement pas bien présenté. Étais-tu d'accord avec sa décision? Il est resté silencieux. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Signe le papier, papa. Il l'a signé avec des mains tremblantes. Alors que je me tournais pour partir, il a appelé, je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme si tu ne comptais pas, je me suis arrêté sur le seuil. Mais c'est ce que j'ai ressenti, chaque jour en grandissant, ai-je dit. Et maintenant, vous faites en sorte qu'Emma ressente la même chose. La différence, c'est que je ne vais pas laisser ça continuer. Je l'ai laissé debout sur le seuil et je ne me suis jamais retourné. Grâce à mon conseiller financier, j'avais appris des détails sur la situation financière de mes parents, qu'ils n'auraient jamais partagé volontairement. Mon père avait fait de mauvais choix d'investissement au fil des ans, et avait contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, dont il restait encore environ 100 000 € à rembourser. Ils étaient à l'aise, mais pas riches, et cette maison était une pierre angulaire de leur plan de retraite. Ils prévoyaient également une fête d'anniversaire somptueuse pour Lucas cet été-là, sans regarder à la dépense. 8 000 € pour la fête d'un enfant de 4 ans. Ma mère m'avait appelé pour m'en parler, bouillonnant d'excitation à propos du lieu, du traiteur, du photographe professionnel, du thème de super-héros personnalisé. Vous dépensez 8 000 € pour une fête d'anniversaire, avais-je demandé. C'est une étape importante, avait-elle dit. Nous voulons que Lucas ait des souvenirs. La fête pour le 7e anniversaire d'Emma, chez Chuck E. Cheese, m'avait coûté 300 €, auquel mes parents n'avaient pas contribué, et à laquelle ils n'avaient même pas assisté, car ils m'avaient un empêchement. Les mois ont passé. J'ai continué à documenter, à m'éloigner progressivement, à rester agréable et discrète lorsque nous interagissions. Je les voulais à l'aise, sans méfiance. J'ai à peine la force d'ouvrir les yeux. Il est impossible que je conduise. Elle était furieuse, je pouvais l'entendre même à travers sa tentative de paraître compréhensive. Hazel, Lucas va être si déçu. Je sais. Je suis anéanti. Transmets-lui tout notre amour. Nous n'y sommes pas allés. J'ai emmené Emma dans un parc d'attractions à la place, juste toutes les deux, et nous avons passé la meilleure journée depuis des mois. Elle a ri dans les montagnes russes et a mangé de la barbe à papa jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle m'a dit que c'était mieux que n'importe quelle fête.
Kyle m'a appelé ce soir-là, ivre et en colère. Tu es égoïste, tu sais ça? Tu as délibérément manqué la fête de Lucas. J'étais malade. Tu nous punis parce que tu ne peux pas oublier Noël. Grandis un peu, Hazel. Je lui ai raccroché au nez. Laissez-les penser que j'étais mesquine, que je gardais rancune. C'était plus facile que de leur faire connaître la vérité. L'été a laissé place à l'automne. Thanksgiving est arrivé, et je me suis porté volontaire pour travailler dans un refuge pour sans-abri, emmenant Emma avec moi. Nous avons servi des repas et aidé à trier les dons, et Emma a dit que c'était le meilleur Thanksgiving de sa vie, parce que nous aidions les gens. Ma mère a laissé 3 messages vocaux, se demandant où nous étions. J'ai rappelé 2 jours plus tard. Désolé, maman. J'ai oublié de te dire que nous avions d'autres projets. Tu as oublié, Hazel? Nous sommes ta famille. Je sais. On se verra bientôt. Mais ce ne fut pas le cas. J'ai trouvé des raisons d'être occupé tout au long de novembre et jusqu'en décembre, ce qui nous amène à décembre 2019, un an après le Noël qui a tout changé. Ma mère a appelé début décembre, sa voix mielleuse et douce. Hazel, ma chérie. Je voulais m'assurer que tu venais pour Noël, et je veux que tu saches que cette année, nous nous assurons qu'Emma ait autant de cadeaux que Lucas. Nous avons appris notre leçon l'année dernière. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Elle ne semblait pas désolée, elle avait l'air de vouloir calmer un enfant difficile. C'est gentil, maman. Quel genre de cadeau? Oh, tu sais, des jouets et des choses. Des articles adaptés à son âge. Elle les adorera. Quel est le budget? Une pause. Pardon? Quel est votre budget par enfant? Juste par curiosité. Eh bien, je ne pense pas que ce soit vraiment. Nous ne mettons pas de valeur monétaire sur l'amour, Hazel. Fais-moi plaisir. Une autre pause. Nous prévoyons de dépenser environ 5 cents par enfant. 5 cents pour Lucas. Et j'aurais parié tout ce que je possédais que la pile d'Emma serait composée de cadeaux d'une valeur de 50 €, complétés par des articles en solde et de magasins à 1 €, tandis que Lucas recevrait des marqués les jouets phares de la saison. Ça a l'air super, maman. Nous serons là. Elle a semblé surprise. Vraiment? Oh, merveilleux. Je suis si contente que tu passes outre tous ces désagréments. Des désagréments? Comme s'ils avaient servi le dîner avec 10 minutes de retard, et n'ont pas donné des centaines de euros de cadeaux de ma fille. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer. J'ai acheté des cadeaux pour Emma et je les ai magnifiquement emballés, mais je ne les ai pas apportés chez mes parents à l'avance, je les ai gardés à la maison. J'ai aussi fait autre chose. J'ai documenté chaque achat que j'avais fait pour Lucas au cours de l'année écoulée. Un cadeau d'anniversaire en juin, 50 €. De petits cadeaux d'hiver, une centaine de plus. J'ai fait le total. Puis j'ai fait de même pour ce que mes parents avaient dépensé pour Emma. Son anniversaire, une carte avec 20 € en espèces. Des visites impromptues, rien. La carte cadeau de Noël de l'année dernière, 25 €. La disparité était stupéfiante, une fois présentée sous forme de tableau. J'ai aussi préparé une lettre, de 3 pages à simple interligne, détaillant chaque cas de favoritisme, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'Emma avait été rabaissée. J'ai inclus des citations, des dates et des exemples spécifiques. J'ai fait relire ma thérapeute, oui, j'avais commencé à voir la thérapeute d'Emma pour quelques séances, pour l'exactitude et le contenu émotionnel. Elle a dit que c'était un compte rendu clair et factuel de négligence émotionnelle d'un petit enfant au profit d'un autre. J'ai fait des copies, une pour mes parents, une pour Kyle et Jennifer, et une pour mes dossiers. Le réveillon de Noël est arrivé. Emma était anxieuse à l'idée d'aller chez mes parents, et je ne lui en voulais pas. Nous avons longuement discuté de la manière dont ce Noël serait différent, de la façon dont nous n'allions laisser personne gâcher nos vacances, et que si les choses tournaient mal, nous partirions immédiatement pour rentrer à la maison et avoir notre propre célébration. Maman, et si Lucas ouvre encore mes cadeaux? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Alors nous partirons, et nous ne reviendrons jamais. Je te le promets, ma chérie, je ne te ferai plus jamais ressentir ça. Le matin de Noël, nous avons d'abord fait notre propre célébration. J'avais dépensé plus que je n'aurais probablement dû, mais le visage d'Emma quand elle a ouvert la version améliorée de cette maison de poupée, le modèle de luxe avec encore plus de fonctionnalités, en valait la peine.
Elle a pleuré des larmes de joie et m'a serré si fort que j'ai à peine pu respirer. À 11 heures, nous sommes arrivés chez mes parents. J'avais la lettre dans mon sac à main, et des copies dans la voiture. C'était le moment. La scène était similaire à l'année dernière, décoration, musique, odeur de nourriture. Mais cette fois, j'ai immédiatement remarqué qu'il y avait 2 piles de cadeaux distinctes, une montagne énorme pour Lucas, et une colline considérablement plus petite pour Emma. J'ai commencé à compter les cadeaux d'Emma en l'aidant à enlever son manteau. 12 paquets. Cela semblait prometteur, jusqu'à ce que je réalise que plusieurs étaient manifestement des livres de la section des bonnes affaires. Je pouvais voir les étiquettes de prix, 3 pour 5 euros. Quelques-uns étaient emballés dans du papier journal au lieu d'un vrai papier cadeau. La pile de Lucas contenait au moins 30 cadeaux, tous dans du papier brillant avec des rubans élaborés. Ma mère s'est approchée, rayonnante. Tu vois? Des cadeaux égaux pour les 2 petits-enfants. Ces piles ne sont pas égales, maman. Eh bien, la quantité n'est pas tout, Hazel. C'est l'intention qui compte. L'intention, bien sûr. Nous nous sommes assises, et ma mère a orchestré l'ouverture. D'accord, Lucas et Emma, vous pouvez ouvrir un cadeau chacun à votre tour, pour qu'on puisse profiter du spectacle. Lucas a commencé, déchirant une grande boîte. Le gamin avait 5 ans, et il lui avait acheté une console à 300 euros. Emma a ouvert un des siens, un livre de coloriage, un livre à 99 centimes du supermarché. Et ainsi de suite. Lucas, une voiture télécommandée. Emma, un kit de bricolage sans marque. Lucas, un jeu de construction coûteux. Emma, un puzzle auquel il manquait des pièces, j'ai vérifié. Lucas, une tablette toute neuve. Emma, un jeu de société d'occasion que j'ai reconnu comme étant un de ceux qui se trouvaient dans le placard de mes parents. Le visage de ma fille est resté soigneusement neutre, mais je pouvais la voir retenir ses larmes. Elle avait appris à cacher sa peine avec eux, ce qui me brisait le cœur d'une toute nouvelle manière. À mi-parcours, Emma a ouvert un paquet qui contenait un pull de 2 tailles trop petites. Ma mère a immédiatement dit « Oh, ça doit être mal étiqueté. C'est pour Lucas. » Elle l'a pris des mains d'Emma et l'a donné à Lucas, qui n'en voulait même pas. C'est à ce moment-là que je me suis levé. « Emma, prends ton manteau. »« Hazel, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de ma mère avait une pointe de panique. « Nous repartons, et cette fois, nous ne reviendrons jamais. » Kyle a bondi. « Bon sang, ça recommence. Quel est ton problème maintenant ?» J'ai sorti les copies de ma lettre. J'en ai donné une à ma mère, une à mon père, et une à Kyle. Lisez ça. Chaque mot. Puis perdez mon numéro de téléphone. Ma mère a parcouru la première page, son visage devenant rouge. C'est n'importe quoi. Tu déformes tout. Vraiment? J'ai déformé quelque chose? Vous avez donné tous les cadeaux d'Emma l'année dernière et n'y avez vu aucun mal. Vous avez dépensé des milliers pour Lucas tout en donnant à Emma des restes de solderie. Vous avez méprisé ses réussites, ignoré ses anniversaires, et l'avez fait se sentir sans valeur. Ce n'est pas déformer quoi que ce soit. Ce sont des faits. Jennifer s'est levée. Tu dramatises. Les enfants ne remarquent pas ces choses. Elle est en thérapie à cause de vous, ai-je dit. Elle a de l'anxiété à propos des réunions de famille. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, qui empêchait sa grand-mère de l'aimer. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a finalement parlé. Hazel, tu exagères. Nous aimons Emma. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit. Vous la tolérez parce qu'elle est de votre famille, mais vous ne l'aimez pas, et vous ne la valorisez certainement pas. Alors, c'est fini. Tu ne peux pas simplement nous couper de ta vie, a dit ma mère, la voix stridente maintenant. Regardez-moi faire. Vous remarquerez que je vous ai également retiré comme bénéficiaire de toutes mes polices d'assurance et de mes comptes de retraite. Vous deviez recevoir 3/4 de million d'euros s'il m'arrivait quelque chose. Maintenant, vous n'aurez rien. Chaque centime ira à Emma, la petite fille que vous n'avez pas daigné traiter avec un respect élémentaire. Le visage de ma mère est devenu blanc. La bouche de Kyle s'est ouverte. Vous êtes également complètement exclu de mon testament, ai-je continué. Et puisque nous partageons des informations, j'ai parlé à un avocat. Emma a 7 ans maintenant. Dans notre État, elle est assez âgée pour que sa préférence compte en matière de tutelle. S'il m'arrive quelque chose,
la garde revient à Daniel, avec ses parents comme tuteurs secondaires. Vous n'aurez jamais accès à elle, ni aucun contrôle sur son héritage. Hazel, s'il te plaît, a dit mon père, la voix tremblante. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Vous aviez 1 an pour arranger ça. Vous aviez 100 occasions de traiter ma fille comme si elle comptait. Vous avez choisi de ne pas le faire. Alors, non, papa. Nous ne pouvons pas arranger ça. C'est fini. J'ai pris la main d'Emma. Elle pleurait, mais elle est sortie la tête haute. Derrière nous, j'ai entendu ma mère commencer à se lamenter, l'argent. Elle a retiré tout l'argent. Kyle criait quelque chose sur le fait que j'étais vengeresse. Jennifer essayait de calmer tout le monde. Je m'en fichais. J'ai attaché Emma dans la voiture et nous sommes partis. Cette fois, nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous sommes allés chez Daniel, où lui et ses parents avaient préparé une magnifique fête de Noël pour Emma. Ils s'étaient coordonnés avec moi à l'avance, sachant que cela pourrait arriver. Emma a ouvert des cadeaux de gens qu'il aimait vraiment, a mangé des biscuits avec des grands-parents qui lui prêtaient attention, et s'est endormie sur le canapé, enveloppée dans une couverture, pendant que la mère de Daniel lui caressait les cheveux. Les conséquences ont mis des mois à se manifester pleinement. Ma mère a essayé d'appeler, d'envoyer des textos, et même de se présenter chez moi. J'ai obtenu une ordonnance restrictive après la 3e visite impromptue. Kyle a envoyé des emails allant de l'excuse à la menace. Je l'ai bloqué partout. Mon père a fait une sorte de dépression. Il a apparemment essayé de discuter avec ma mère de leur traitement envers Emma, ce qui a conduit à leur première vraie crise conjugale en 40 ans. Trop peu, trop tard, en ce qui me concernait. Le véritable coup de massue est arrivé 6 mois plus tard, quand mes parents ont dû vendre leur maison. La combinaison de la ligne de crédit et de quelques autres dettes, plus la réduction des heures de travail de mon père due au stress, signifiait qu'ils ne pouvaient plus se la permettre. Ils ont déménagé dans un appartement. J'ai appris par la famille élargie que ma mère avait pleuré pendant une semaine, d'avoir perdu la maison de ses rêves. Kyle était furieux. Il comptait hériter de cette maison, et sa vente pour couvrir les dettes de mes parents signifiait que son héritage futur était considérablement réduit. Il a même essayé de me poursuivre pour dommages émotionnels et interférences délictuelles avec son héritage. Son avocat lui a ri au nez quand il a expliqué la situation. La dernière pièce de ma vengeance est arrivée 1 an plus tard. Emma s'était épanouie en thérapie et réussissait merveilleusement bien à l'école. Daniel s'était remarié avec une femme charmante nommée Sarah, qui traitait Emma comme sa propre fille. Nous avons construit une famille choisie, composée d'amis et de parents de Daniel, qui étaient réellement présents dans la vie d'Emma. En décembre 2020, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle était longue, décousue, et ostensiblement pleine d'excuses. Elle disait qu'elle comprenait maintenant à quel point ils avaient blessé Emma, qu'elle voulait une chance de se racheter. Elle disait que Lucas n'arrêtait pas de demander après Emma, et pourquoi nous ne venions plus jamais. J'ai répondu par une seule phrase, vous avez appris à Emma que la famille vous blessera si vous la laissez s'approcher assez près. Je ne referai pas cette erreur 2 fois. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Emma a 12 ans maintenant. Elle s'épanouit. Elle est confiante, intelligente, drôle, et entourée de gens qui la valorisent. Elle pose parfois des questions sur mes parents, et je lui dis la vérité, ils n'ont pas su être les grands-parents qu'elle méritait, alors nous avons créé notre propre famille, avec des gens qui le pouvaient. Les gens me disent que je suis allé trop loin. Des membres de la famille élargie disent que j'aurais dû essayer d'arranger les choses, que je prive Emma de ses grands-parents. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, je leur ai donné des chances. J'ai communiqué, j'ai essayé pendant des années de leur faire voir Emma comme l'égale de Lucas. Ils ont choisi de ne pas le voir. Ils ont choisi de rire, pendant qu'un enfant de 4 ans ouvrait des cadeaux portant le nom d'un autre. Ils ont choisi de dépenser des milliers pour un petit enfant, tout en donnant à l'autre des restes de solderie. Ils ont choisi de qualifier mes inquiétudes de dramatiques. Alors, j'ai choisi Emma. J'ai choisi sa santé mentale, son estime de soi, et son avenir. Et je ferai le même choix 1000 fois. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt, de l'avoir laissé souffrir ce premier Noël, en pensant que peut-être, les choses s'amélioreraient, que peut-être, ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait. Mais je sais maintenant que les gens qui rient pendant que le cœur de votre enfant se brise, ne sont pas des gens qui méritent d'avoir accès à cet enfant. L'argent n'était qu'un bonus. La vraie vengeance, c'était de leur enlever la possibilité de blesser à nouveau Emma.
Ils ont perdu une petite fille qui aurait pu les aimer, et ils l'ont perdue parce qu'ils n'ont pas daigné emballer ses cadeaux dans autre chose que du papier journal, pendant que son cousin recevait le monde entier. Parfois, la nuit, je pense au visage de ma mère quand je lui ai parlé de la police d'assurance. 750 000 € envolés, parce qu'elle n'a pas pu faire preuve d'une décence humaine élémentaire envers une fillette de 7 ans. Les rêves de Kyle d'hériter de la maison, détruits, parce qu'il n'a pas pu défendre sa nièce. Ils ont choisi